Welcome everybody. Bienvenue à tous. Dans quelques instants, nous allons commencer cet atelier. Certains collègues sont en ligne, ils attendent depuis une demi-heure déjà, donc nous allons essayer de commencer le plus vite possible. Merci. Okay. So we will get started. Nous allons donc commencer. Je sais que la plénière a pris un peu de retard, donc je suis désolée de commencer si rapidement, mais comme je l'ai dit, nous avons certains collègues qui sont connectés depuis 25 minutes déjà. Je suis désolée, nous allons commencer un peu rapidement. Bonjour et bienvenue à cet atelier hybride. Comme vous le savez, nous avons certains orateurs et participants qui se trouvent ici à Marrakech et qui arrivent de la plénière. Et puis nous avons aussi des orateurs qui se trouvent en ligne et qui sont dans différentes parties du monde. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Bonjour à tous ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Je m'appelle Paola Raskin et je suis spécialiste de programme au siège de l'UNESCO à Paris. Je travaille sur les questions de politique d'éducation et de financement de l'éducation. Au fur et à mesure que les personnes entrent dans la salle, je vous donne le titre de cet atelier qui s'appelle « Développer l'apprentissage et l'éducation des adultes », AEA, pour donner les initiales en français. Donc, développer l'AEA tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie. Et nos orateurs vont partager avec nous certains défis et certains enseignements qui peuvent être tirés dans 3 domaines d'action. La gouvernance, nous allons parler aussi de la conception et de la refondation des politiques éducatives des adultes et du financement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque certains orateurs attendent depuis 25 minutes en ligne, je vais proposer à ma collègue Claire, qui se trouve à Paris, de partager avec nous quelques règles d'intendance. Ces règles s'adressent surtout à ceux qui sont connectés en ligne. Claire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Paola. Je m'appelle Claire Chin. Je vais vous aider pour cet atelier. Avant de commencer, je m'adresse à ceux qui sont connectés en ligne. Nous aimerions savoir depuis quelle région vous vous êtes connectés aujourd'hui. Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Il y a un lien vers un sondage et nous apprécierions beaucoup votre participation à ce sondage. Et j'ai également quelques règles à communiquer. Donc, merci de laisser votre micro éteint jusqu'à ce que nous vous donnions la parole. Ensuite, je voudrais également dire que l'interprétation est disponible en français, en anglais et en espagnol. Vous pouvez choisir la langue que vous préférez avec le bouton interprétation qui se trouve en bas de l'écran. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, Paola. Merci, Claire. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre patience, pour ceux qui sont connectés en ligne. Donc, comme Claire l'a dit, il y a un sondage pour les participants en ligne. Nous aimerions pouvoir voir les résultats avant de rentrer dans le vif du sujet. Ainsi, nous pourrons voir quelles régions du monde sont représentées. Est-ce que vous avez déjà les résultats, Claire ? On dirait qu'un seul participant a répondu. Ah, un deuxième, très bien. Nous allons attendre un petit peu plus pour que les collègues puissent répondre au sondage. Je vais commencer l'atelier et ensuite on montrera les résultats à nouveau. Concernant le contenu de cet atelier, nous allons nous concentrer sur l'apprentissage et l'éducation des adultes.
et une perspective tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie. Dans la plénière, nous avons déjà entendu des présentations sur ce que cela implique, mais pour vous rappeler un petit peu le contexte, il s'agit d'opportunités d'apprentissage et d'éducation pour tous les groupes d'âge. Il s'agit de parcours d'apprentissage multiples, flexibles et continus depuis la petite enfance jusqu'aux âges les plus avancés. Et les opportunités d'apprentissage et d'éducation doivent inclure tous les espaces, la famille, l'école, le lieu de travail, la communauté, etc. Tous ceux d'entre nous qui travaillent sur l'AEA savent bien que tous les domaines de la vie, ça veut dire l'éducation formelle, informelle ou non formelle. Et lorsqu'on parle d'éducation tout au long de la vie, ça veut dire qu'il s'agit non seulement des programmes de compétences de base de lecture et d'écriture, mais aussi des programmes de développement des compétences professionnelles, des compétences citoyennes et d'autres compétences. Avec la pandémie de Covid-19, on a constaté que cette idée d'opportunité d'apprentissage tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie doit être étendue à l'espace numérique également. Notre atelier est divisé en deux parties. D'abord, nous avons des experts qui vont s'exprimer, qui sont très qualifiés. Nous allons suivre un format de dialogue avec les intervenants qui sont en ligne et qui sont ici présents. Et ensuite, nous allons proposer au public de poser des questions. Et nous allons prendre les questions des participants qui sont présents et des collègues qui sont connectés. Vous pouvez donc utiliser la fonction main levée ou poser les questions dans la boîte de dialogue. Et sur ce, sans plus tarder, nous allons commencer et je vais m'asseoir. Est-ce que tout le monde m'entend? Notre première question s'adresse à tous les orateurs. On a beaucoup parlé déjà d'expériences de pays, de défis, d'enseignement. Et nous allons commencer par une question qui s'adresse aux 4 orateurs. Voici la question et vous la voyez derrière moi à l'écran. D'après votre expérience, quels sont les défis principaux pour concevoir et élaborer des politiques d'apprentissage et d'éducation des adultes qui s'intègrent à des systèmes d'éducation tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie? Madame Filani Fils-Amaï va répondre, c'est notre première oratrice, elle est connectée en ligne. Si vous voulez bien allumer votre vidéo, Madame Fils-Amaï, nous allons bientôt vous donner la parole. Je vous présente d'abord. Madame Fils-Amaï nous rejoint depuis la République démocratique populaire Lao. Elle est vice-directrice générale de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation et des Sports. Nous allons lui donner quelques secondes pour allumer sa caméra. Nous vous voyons. Est-ce que vous me voyez? Nous vous voyons. Merci beaucoup. Bienvenue à cet atelier. Merci pour votre patience et merci d'avoir attendu pendant 30 minutes. Madame Fils-Amaï, quelle est votre expérience des défis principaux dans la conception des politiques d'AEA qui intègrent cette perspective tout au long de la vie et dans tous les domaines de la vie? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Chers participants, chers invités, je vais vous parler des défis dans la conception des politiques d'AEA avec une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.
Comme vous le savez déjà, la République démocratique populaire Laos a déjà un diplôme sur l'apprentissage tout au long de la vie qui a été émis par le Premier ministre. Un décret a été promulgué par le Premier ministre sur cette question plus tôt. Notre objectif est de permettre à la population de comprendre ce qu'implique l'apprentissage tout au long de la vie et son importance. Quels sont les défis? On peut se demander pourquoi on a besoin d'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons déjà une éducation des adultes, mais l'apprentissage tout au long de la vie est particulièrement difficile dans l'éducation non formelle. Nous avons donc essayé de sensibiliser la société à cette question. Nous essayons de montrer que l'apprentissage tout au long de la vie, ce n'est pas seulement l'éducation des adultes. Il s'agit du système informel et non formel aussi. Tous ces systèmes sont concernés. Toute la population peut apprendre tout au long de sa vie. Chaque institution, chaque ministère concerné doit comprendre l'importance de ce concept. Il ne s'agit pas seulement d'éducation des adultes, il s'agit de tous les systèmes d'éducation. En 2020 et 2021, cette idée a vraiment été répandue et une nouvelle politique a été promulguée. Vous savez peut-être que l'apprentissage tout au long de la vie englobe beaucoup d'institutions au sein d'un système éducatif. Certaines personnes ont tendance à penser que l'apprentissage tout au long de la vie exige un système propre et distinct. Mais en fait, le système éducatif préexistant peut développer l'apprentissage tout au long de la vie. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19 ou pendant d'autres crises, il faut réapprendre beaucoup de choses et cela fait partie de l'apprentissage tout au long de la vie. Et ça, il faut que la population le comprenne. Il faut absolument inclure beaucoup de ministères pour assurer le succès de l'AEA. Par exemple, le ministère des Finances, le ministère de la Planification et d'autres ministères qui peuvent être concernés et qui ont des institutions qui doivent aussi comprendre le concept d'AEA. Maintenant, nous sommes en train de sensibiliser le public à la question de l'apprentissage tout au long de la vie. Certaines universités ont bien compris que l'apprentissage tout au long de la vie doit figurer dans les programmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'établir un apprentissage communautaire tout au long de la vie également.
Si il y a des opportunités d'apprentissage dans la communauté, alors l'apprentissage tout au long de la vie sera facilité. Mais ce ne sera pas facile si la population ne comprend pas l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut sensibiliser la population à cette question, il faut que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il s'agit pour que ce soit un effort coopératif. On peut utiliser toute plateforme de connaissances afin de mieux mettre en œuvre l'apprentissage tout au long de la vie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Philani. Nous gardons les questions pour plus tard, mais je crois que vous avez bien montré que l'apprentissage tout au long de la vie ne s'adresse pas uniquement aux adultes et que ce n'est pas un système distinct. Beaucoup de ministères doivent être impliqués. Et si j'ai bien compris, on peut former les autorités à la question de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Je voudrais simplement vous demander, dit Philani, ou plutôt je voudrais ajouter que si la société ou les ministères concernés n'acceptent pas l'idée de l'AEA, alors on sera confronté à un problème d'application de cette idée. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir ajouté ce défi supplémentaire. Maintenant, nous allons donner la parole à Madame Merline Tatré, qui est à ma gauche. Elle nous vient de la République d'Estonie et elle est responsable de l'éducation des adultes au ministère d'éducation et de la recherche. Et elle va répondre à la même question. Bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de réflexions sur l'importance de l'AEA. J'aimerais évoquer quelques idées pour améliorer la participation à l'AEA. Pour être clair, en Estonie, il y a eu des changements depuis environ 2 ans. Lorsque l'on a commencé à renforcer la participation publique à l'apprentissage tout au long de la vie, environ 3 ou 4% de la population estonienne a participé à l'apprentissage tout au long de la vie. Maintenant, on est en 2022 et le taux de participation est de plus de 20%. Cette hausse est donc significative et nous nous situions au bas des classements par rapport aux autres pays européens et maintenant, nous sommes l'un des pays les mieux classés en matière d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons combiné plusieurs approches en Estonie. On ne s'intéresse pas particulièrement à la lecture, l'écriture et au calcul. Quasiment 100% de la population possède les compétences de lecture, d'écriture et de calcul de base. Donc, nos problèmes principaux sont plutôt la formation professionnelle ou la formation universitaire ou encore le niveau post-licence à l'université. Donc en Estonie, nous avons un système de formation professionnelle et d'études du supérieur complètement gratuit. Donc tous les citoyens peuvent étudier tout ce qu'ils veulent. Actuellement, nous sommes en train d'envisager d'autres mesures
Nous nous demandons si certains étudiants qui ont déjà accès aux études supérieures devraient payer une partie de leurs études. Les discussions sont en cours. Nous avons appliqué plusieurs activités pour susciter des histoires inspirantes afin que tout le monde sache que, quel que soit votre âge ou votre genre, vous pouvez étudier. Et donc, pour obtenir ces histoires à succès, nous avons créé des réseaux d'apprentissage dans chaque comté de l'Estonie. Il y a des responsables qui font des activités au niveau local dans ces réseaux. À l'automne, en octobre par exemple, nous avons la semaine de l'apprentissage des adultes et nous mettons en place beaucoup d'activités de promotion. Dans chaque comté, nous montrons le meilleur apprenant, la meilleure formation, le meilleur formateur, la meilleure organisation privée qui investit des efforts et des montants dans la formation de leurs employés. Et grâce à ces réseaux, les histoires de réussite sont diffusées. Ensuite, les médias les propagent également. Et si vous pouvez rencontrer un individu, cela permet d'appliquer des activités. Donc, par exemple, si vous pouvez rencontrer l'auteur d'une de ces histoires de réussite, vous pouvez appliquer des activités, vous inspirer de lui. Donc, ce sont des exemples assez intéressants. Et c'est l'un des moyens de faire progresser les choses. Mais pour l'avenir, il y a la question des groupes plus jeunes, donc les catégories plus jeunes, comment développer les compétences TIC, notamment comment faire en sorte qu'on qu'il y ait des parcours d'apprentissage numérique, notamment avec un système diplômant pour les catégories plus âgées. Et en Estonie, les femmes sont davantage intéressées par l'apprentissage tout au long de la vie que les hommes. Et donc, comment est-ce qu'on peut amener les hommes à être aussi intéressés par les études? Merci beaucoup, Merlin. Cette idée de récit positif est très intéressante. On entend souvent qu'il est très difficile de continuer à apprendre. Donc, merci de nous parler de tous ces réseaux et de nous livrer ces récits positifs. Merci beaucoup. Notre intervenante suivante est également à ma gauche. Il s'agit du docteur Sarah Ruto. Elle vient de la République du Kenya et c'est la secrétaire administrative en chef du ministère de l'Éducation au Kenya. Sarah, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me demandais s'il fallait appuyer sur un bouton, mais c'est une technologie différente. Bon, alors quand j'ai réfléchi à cette question, donc portant sur les défis principaux auxquels nous sommes confrontés, il me semble que 2015 a représenté une opportunité pour nous, acteurs du secteur, pour rassembler davantage d'énergie, parce que l'ODD4 parle de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, et on parle d'inclusivité, d'équité, mais donc on parle vraiment de quelque chose qui se passe de la naissance à la mort. Nous en sommes à un moment charnière aujourd'hui au Kenya. On voit quand on parle d'éducation de base, eh bien celle-ci aujourd'hui englobe l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut arrêter de parler d'éducation structurelle où on a différents segments, donc on commence à apprendre avant l'école et puis on continue. Bon, mais cette idée de l'apprentissage des jeunes n'a pas la même résonance lorsqu'on parle d'apprentissage chez les adultes. Ouais, et l'intervenante d'Estonie nous a donné de très beaux exemples. Donc, mais voilà, la teneur des défis. On en parlait entre nous et on se disait que d'abord, il y avait une question de raisonnement. Il faut
on parle de politique en matière d'apprentissage tout au long de la vie au Kenya. C'est peut-être de cela que nous avons besoin. Il faut une vision collective parce que la nature même de l'éducation, c'est que c'est transversal, que ce soit les ministères, les secteurs, les âges, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et pas à une minorité pour que différentes personnes qui viennent d'espaces différents, qui ont des origines différentes, puissent euh, bénéficier de l'apprentissage tout au long de la vie. Et il y a une question de coordination et de chevauchement parce qu'on n'est pas très clair. On ne tire pas parti de l'articulation entre différents types d'apprentissage. Euh, Ensuite, au Kenya, il y a la question de l'image. C'est un autre défi lorsqu'on parle de l'éducation des adultes au Kenya. On se demande comment on a commencé en termes d'alphabétisation euh, pour les adultes et il y a quelque part une image qui n'est pas très positive. Et on a le mot Gumbaru. On parle de classe pour les Gumbaru. C'est un mot qu'on utilise qui est peut-être péjoratif et il nous faut aujourd'hui diffuser une image positive. Parce que, par exemple, pour nombre d'entre nous, nous n'aurions pas survécu à 2020 sans apprendre à maîtriser Zoom, mais nous y sommes parvenus. Et donc, il faut avoir une image plus positive de l'apprentissage tout au long de la vie, et c'est ce à quoi s'emploie ma direction au sein du ministère de l'Éducation. Il y a également la question de la fixation des priorités. Il faut peut-être davantage de volonté. On dépense 25% de notre PIB pour l'éducation au Kenya. C'est très important. Mais à quoi est affectée cette somme? D'abord à l'éducation de base. Ensuite, on fait en sorte qu'il y ait telle somme dépensée par élève dans le secondaire, par exemple, pour qu'il y ait des manuels scolaires, par exemple. Et donc, on se concentre sur les établissements et l'éducation des adultes bénéficie de moins de 1% de ce budget. Il faudrait que ce soit 3%. Donc, il faut voir avec les moyens dont nous disposons comment on peut réaffecter ces moyens. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a ces défis qui recoupent certains des enjeux dont on a déjà parlé, la question de l'image, la hiérarchisation des priorités, la coordination. Bien. Notre quatrième oratrice est connectée, Madame Marcella Brown. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, activer votre caméra pendant que je vous présente? Donc, nous avons entendu des représentants d'autorités nationales, le ministère de l'Éducation, et aujourd'hui, tout de suite, nous allons entendre, donc nous attendons qu'elle allume sa caméra. Donc, Marcella Brown va s'exprimer, représentante de la société civile. Elle vient d'Argentine, elle est coordinatrice pour l'éducation à la fondation SES. Donc, elle va nous faire part de son expérience. Elle s'exprime en espagnol et c'est pourquoi la question est écrite en espagnol à l'écran. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ah, je croyais avoir activé ma vidéo. Bien, nous vous voyons maintenant. Vous me voyez? Oui, vous pouvez y aller, merci. Bien, merci. Je m'exprime en espagnol, merci beaucoup. Je peux m'exprimer en anglais, mais je préfère parler dans ma langue maternelle. Merci de m'avoir invité. J'appartiens à la campagne argentine pour le droit à l'éducation et la campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation. Ce qu'ont dit mes collègues est très intéressant. C'est très intéressant d'entendre parler de leurs réflexions, de leurs défis qui sont souvent communs, défis que connaissent d'autres pays, d'autres régions. Et j'aimerais m'arrêter sur cette question de l'éducation tout au long de la vie et sur tous les aspects de la vie.
et du point de vue des droits fondamentaux des individus, notamment le droit à l'éducation. Ce dernier fait partie des biens communs sociaux qui font partie des garanties que les États doivent octroyer à l'ensemble des citoyens. Et je tiens à souligner cette idée avant tout parce que c'est à partir de là qu'on peut voir quels sont les défis. Alors, pour ce mode d'éducation, eh bien, malheureusement, malgré le fait que ce soit un droit, eh bien, ce droit n'est pas garanti pour une tranche très importante de la population. Voilà le premier défi. Et cela ne fait pas partie des cursus obligatoires dans l'éducation. Et ça, c'est un obstacle de taille. Donc, très souvent, cette question reste aux marges des objectifs en matière de politique publique. Et c'est la société civile qui se saisit de cette question le plus souvent. Et je vais développer. Et donc, les États, les décideurs publics peuvent s'approprier ces objectifs. On se rend compte que la pandémie a créé une fragmentation dans l'éducation et cela a touché un pourcentage significatif de la jeunesse. Et ceux qui prennent des décisions dans le domaine de l'éducation pourraient toucher beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'adultes qui ont souffert de cette fragmentation. Et donc, il faut prendre des décisions qui aient plus de lien avec l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a un autre défi qui a beaucoup d'influence, c'est la réflexion suivante. Quel modèle de développement est-ce qu'on souhaite suivre et quelle éducation voulons-nous fournir à cette fin? Quel type de citoyenneté voulons-nous créer? Et donc, c'est l'apprentissage tout au long de la vie et sur tous les aspects de la vie doit intégrer des contenus spécifiques concernant les différentes disciplines, les spécialités, les programmes d'études. Mais il faut également une vision plus générale. Quel type de citoyenneté voulons-nous créer? Comment est-ce que nous voulons nous construire? Parce que il faut qu'il y ait une articulation avec le développement, avec le programme 2020, avec notamment l'idée selon laquelle personne ne doit être laissé de côté. Donc, il faut également se préparer pour le monde du travail. C'est un monde qui évolue en permanence, mais c'est également un monde qui nous interpelle en permanence, qui nous demande où nous dirigeons. Il nous faut travailler au caractère transversal de l'éducation. Donc, quel modèle de développement nous visons? Quelle diversité pour l'ensemble des formations que nous dispensons? Donc, je vais peut-être m'arrêter pour l'instant. Donc, avec les questions suivantes, on pourra peut-être continuer à débattre. Et il y a un autre défi. Il y a la question du financement. Le fait de s'acquitter de ses engagements en matière de financement, notamment dans le cadre de l'aide publique au développement, tout cela fait partie également des objectifs que nous devons remplir. Merci beaucoup, Marcella. Vous avez évoqué le droit à l'apprentissage tout au long de la vie qui rentre dans le cadre du droit à l'éducation. Vous avez parlé d'abandon scolaire avec la pandémie.
On a des élèves qui devront pouvoir bénéficier de modalités d'apprentissage alternatives. Bon, c'est très intéressant. Chers collègues qui êtes dans la salle, nous n'allons pas prendre de questions tout de suite. Nous allons vous poser une autre question, puis ensuite il y aura une séance de questions-réponses. Donc, deuxième vague de questions. Donc, tout d'abord, j'ai une question pour Sarah Ruto. Quels enseignements pouvez-vous partager pour faire en sorte que les politiques en matière d'apprentissage tout au long de la vie soient intégrées à l'échelle des approches d'apprentissage tout au long de la vie et sur tous les aspects de la vie de la part du gouvernement, des gouvernements? Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide parce que il faut pas que les adultes restent passifs trop longtemps. Donc, au Kenya, nous avons lancé une approche gouvernementale unique, comme nous l'appelons. Il se passe beaucoup de choses sous la houlette de différents ministères, des choses très intéressantes. Et donc, j'aimerais que le ministère de l'Éducation ait davantage un rôle de coordination pour éviter les chevauchements, pour comprendre justement les doublons. Par exemple, il y a l'autorité de formation nationale industrielle. Il y a qui verse 50 shillings, je ne sais pas comment ça fait en centimes, aux employeurs. Et donc, c'est de l'argent pour bénéficier de formations courtes. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, on s'intéresse donc au financement pour l'éducation des adultes. Parfois, cet argent vient des employeurs. Parfois, cet argent vient des adultes eux-mêmes. Et avec les employeurs, on peut identifier ces vecteurs de financement et c'est une manière de créer davantage de visibilité parce que l'apprentissage des adultes existe déjà. Il faut tout simplement le mettre sur pied de manière plus efficace. Ensuite, on a parlé de la trinité de ces 3 P: peuple, politique et unification des politiques. Et ça marche très très bien. La vie politique au Kenya a joué un rôle très important pendant l'âge d'or de l'apprentissage des adultes au Kenya. Et il y avait un engagement politique qui venait du haut et on l'a vu avec l'approche axée sur les compétences. On parle également des personnes, des populations. Et il faut équiper les personnes des bonnes compétences. Et ensuite, il y a les politiques qui sont menées, les politiques publiques. Avec ces 3 P, on aurait davantage de dynamisme dans ce secteur parce que nous avons besoin de davantage d'énergie pour donner plus de visibilité à tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci Sarah. C'est vrai que cette question de la coordination, de mettre l'accent sur la hiérarchisation des priorités, pourrait rendre les choses plus concrètes pour le secteur. Alors nous allons maintenant parler des trajectoires d'apprentissage. Je vais demander à Madame Merlin Tatrick de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour impliquer les employeurs et d'autres acteurs sociaux pour fournir des trajectoires d'apprentissage multiples et flexibles? Comment est-ce que les gouvernements peuvent engranger de l'appui et faire en sorte que le secteur privé et d'autres acteurs sociaux se lancent également dans cette question de l'apprentissage tout au long de la vie et sur tous les aspects de la vie? Alors merci, je pense qu'il y a énormément de manières d'impliquer différentes parties prenantes et de les faire participer à différentes activités. Le ministère travaille à des projets de loi et à élaborer également des politiques publiques. Et ce que nous faisons, c'est que lorsque nous opérons des changements, lorsqu'on discute des politiques en matière d'apprentissage tout au long de la vie, eh bien, les employeurs sont présents, des organisations qui représentent les travailleurs, également les organismes de formation, les collectivités locales,
également des représentants d'universités ou de certaines écoles. Et il y a parfois d'autres ministères qui travaillent également dans le domaine des compétences, par exemple le ministère de l'économie, le ministère des Affaires sociales. Et nous encourageons les employeurs donc à participer au travail législatif. On veut donner la possibilité de prendre du temps pour étudier. Donc c'est possible en Estonie, donc c'est pas autant qu'en Suède, mais il est possible en Estonie de prendre des jours de congé pour participer à des formations ou pour étudier. Et si vous terminez par exemple une formation professionnelle ou à l'université, si vous faites une thèse, vous pouvez obtenir 15 jours de congé supplémentaires et le salaire moyen est couvert par l'employeur. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette idée, mais nous avons trouvé un accord et cela a été consacré dans la législation. En outre, les employeurs en Estonie donc, participent au système de diagnostic. Nous avons déployé énormément d'efforts pour faire de la prospective, pour voir combien de personnes seraient nécessaires dans le domaine de la santé, par exemple, dans le domaine d'éthique, combien il nous faut de médecins, combien il nous faut de personnel de soins, par exemple. Et donc, ça fait 5 ans et nous avons aujourd'hui un bon système de prospective. Et parce que si on a des ressources financières limitées, il faut savoir combien de personnes auront des besoins dans le système de formation, combien de personnes devront être diplômées. Et quand on conçoit des politiques, donc on sait qu'en Estonie, en 2013, en 2030, il faudra 14 000 spécialistes d'éthique. Et donc, ce sont des besoins qu'il nous faudra satisfaire à travers la formation. Et donc, les employeurs sont associés à ce travail prospectif. Et donc, sont intégrés à l'ensemble du système. Et avec eux, nous débattons de nos décisions. Donc, est-ce qu'il faut former des spécialistes en cybersécurité ou est-ce qu'il faut former des développeurs, des spécialistes de logiciels, ingénieurs logiciels? Donc, voilà comment nous tentons de prendre des décisions de manière plus avisée qu'auparavant. Et pour les employeurs, eh bien, s'ils donnent la possibilité d'étudier à quelqu'un, mais il est important que l'expérience de telle ou telle personne soit, sur le plan de la formation ou l'expérience professionnelle, soit prise en compte. Il ne sert à rien d'étudier les mêmes choses encore et encore. Et donc, il y a énormément de possibilités. Nous n'en tirons pas parti à 100%, mais avec les universités, avec les représentants des employeurs, nous essayons de créer des systèmes de micro-qualification pour qu'on ait des systèmes de plus petite taille qui puissent être intégrés à l'ensemble pour avoir un ensemble complet, un système complet de qualification. Alors, merci beaucoup. J'imagine que qu'il y a énormément de personnes qui participent à ces tables rondes, mais pas trop parce que nous avons 1,3 million d'habitants dans notre pays. Mais il est intéressant de tenir compte des expériences passées, des qualifications, etc., etc. Nous allons revenir vers Pilani
Pissamay du là-haut, si vous pouvez activer votre caméra, elle va nous parler de financement pour l'AEA et l'apprentissage tout au long de la vie. Est-ce que vous pourriez garder un œil sur le chronomètre car nous allons avoir une séance de questions-réponses. Donc, la question est la suivante. À votre avis, quels sont les 3 principaux mécanismes que les gouvernements devraient envisager lorsqu'ils intègrent l'apprentissage tout au long de la vie et l'apprentissage des adultes dans les budgets gouvernementaux et les politiques budgétaires en matière d'éducation? Pilanier, vous avez la parole. Merci beaucoup. Comme vous le savez peut-être, lorsque les politiques d'apprentissage tout au long de la vie font l'objet de décrets, eh bien, la responsabilité du gouvernement est engagée. Le gouvernement central, les collectivités locales peuvent allouer un budget pour appuyer la mise en œuvre de l'apprentissage tout au long de la vie ou des activités connexes. Si le gouvernement ne prend pas la mesure de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, eh bien, à ce moment-là, la mise en œuvre ne progressera pas. Et donc, si nous voulons avoir une approche viable, il faut que les budgets gouvernementaux soient les mêmes que pour l'éducation formelle, l'enseignement professionnel, parce que c'est une approche à l'échelle du système. Il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent dégager des crédits pour ce faire. On pensait auparavant que seuls les bailleurs de fonds, les donateurs pouvaient financer l'apprentissage tout au long de la vie, mais si on veut que les choses avancent, il faut nous approprier l'apprentissage tout au long de la vie et intégrer cette composante dans les systèmes éducatifs pour que les populations puissent développer leur savoir, leur connaissance. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Donc, on parle de budget, on parle de budget à l'échelle du système, pas seulement pour les adultes. Vous parlez de budget général sur l'éducation dans son ensemble. Bon, nous avons donc une dernière question à vous poser, une question adressée à Marcella. Marcella, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, activer votre caméra? Donc, nous avons parlé de gouvernance, d'approche multisectorielle à l'échelle du gouvernement, de trajectoires flexibles et multiples. Qu'en est-il et on parle de financement également, avec l'expérience des États. Du point de vue de la société civile, donc la question s'affiche en espagnol. Donc je vous pose la question en anglais et puis Marcella répondra en espagnol. Est-ce que vous pourriez nous faire part de certaines pratiques prometteuses qui, à votre sens, qui, selon la société civile, contribuent à placer cette idée d'apprentissage et d'éducation des adultes dans une perspective plus large qu'auparavant, lorsqu'on parle simplement de programmes, d'alphabétisation, de choses de ce type, éléments dont nous avons déjà fait état en plénière aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire part de pratiques prometteuses du point de vue de la société civile? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, les pratiques les plus intéressantes du point de vue de la société civile sont les suivantes. Tout d'abord, la société civile
peut tout à fait démocratiser l'accès à ces modalités d'éducation. Il y a beaucoup d'offres éducatives qui s'adressent aux jeunes et aux adultes. Ceci permet d'améliorer l'accès à l'éducation et la démocratisation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, il s'agit de changer de perspective. Depuis l'éducation non formelle ou informelle, il faut que la société civile adopte des méthodologies et des perspectives pédagogiques afin de permettre le dialogue et d'assurer des ponts avec l'éducation formelle. C'est-à-dire qu'il faut adopter des pédagogies critiques, l'éducation transformatrice, et tout ceci, ça fait partie d'un changement de méthodologie. Ça revient à ce qu'on disait pendant le premier cycle de questions. Il faut se demander quel modèle de citoyenneté on veut construire, quel modèle de développement on veut adopter. L'individu est co-créé collectivement. Il y a environ 2 ans, j'ai réalisé une étude dont m'avait chargé l'UIL. Cette étude est maintenant publiée dans le document de la Confintea. Et donc cette étude faisait le lien entre l'éducation pour les jeunes adultes et l'éducation tout au long de la vie et la citoyenneté. Et donc on a constaté que l'éducation devient un moteur de transformation, un moteur de construction et de développement d'un monde plus humain. En effet, il faut inclure l'éducation dans un projet plus global. Il y a un dénominateur commun dans les pays des Caraïbes et de l'Amérique latine, car ces méthodologies, ces propositions éducatives étaient intégrées dans un projet plus global, plus intégral. Et ce projet visait à faire le lien entre l'être humain et la communauté, la collectivité. Il faut faire le lien entre apprenants et enseignants et communauté. Et donc, lorsque ce dialogue est établi entre éducation et projet citoyen, alors c'est une éducation démocratique, car les personnes peuvent continuer à apprendre, peuvent continuer à s'adapter. Les individus ont le sentiment de s'intégrer à une communauté, au lieu d'avoir l'impression de se désintégrer, d'être isolé. Et c'est ainsi qu'on adopte une autre perspective créatrice de valeur. Et ça mène à la politique publique. Donc, je voulais citer ces 3 éléments avec la formation continue des éducateurs également qui appartiennent à ce projet intégral. Il faut donc adopter une éducation populaire, transformatrice pour les droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup, Marcella. Vous avez parlé de pédagogie alternative, de pédagogie critique. Ces expériences de la société civile pourraient être étendues, peut-être en lien avec le gouvernement aussi. L'objectif est d'assurer la démocratisation de l'éducation, et notamment de l'AEA. Vous avez parlé de la question de la citoyenneté et de l'éducation des adultes. C'était très intéressant. Merci beaucoup à tous les panélistes et à tous les orateurs qui sont dans la salle ou en ligne. Sarah, vous avez dit qu'il ne fallait pas que les adultes soient trop passifs, donc je me lève. C'est le moment de donner la parole au public. Ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne peuvent maintenant poser des questions. Nous avons entendu beaucoup de présentations, notamment en plénière. C'est peut-être la première fois que vous avez l'occasion de poser une question pendant cette conférence, donc je vais donner le micro au public. Et ensuite, nous prendrons également des questions des collègues qui sont connectés en ligne.
Si vous voyez que je regarde mon téléphone, c'est parce que je regarde les questions de nos collègues. Donc, merci de donner votre nom, le nom de votre pays, et ensuite de poser votre question. Et puis dites-nous surtout à qui s'adresse la question, ou si elle est générale. Bonjour, je m'appelle Lucila, je suis directrice de l'éducation alternative au ministère de l'Éducation du Pérou et je vous adresse les salutations de la ministre de l'Éducation du Pérou. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est difficile de développer l'éducation des adultes dans nos pays. Au Pérou, par exemple, nous sommes en train de mettre en œuvre l'inclusion. C'est la première fois que les enseignants travaillent avec des interprètes, car nous avons un haut taux d'apprenants qui ont des difficultés auditives. Donc nous essayons aussi de créer des dispositifs pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc nous essayons d'intégrer tous les apprenants et nous essayons aussi de prendre en compte leur langue maternelle, car parfois certaines personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas être scolarisées et il faut respecter les compétences qui ont été apprises par la population tout au long de leur vie. Et il y a un mot qui pourrait résumer ce qu'on a fait récemment, c'est l'engagement. Il faut beaucoup d'engagement pour pouvoir répondre aux besoins des adultes et des apprenants d'un certain âge. Et dans vos pays, j'aimerais savoir comment vous avez procédé à l'accréditation des compétences des adultes. Au Pérou, nous sommes en train d'essayer de préparer cette accréditation, donc je serai inspirée par vos expériences. Merci. À qui vous adressez-vous en particulier, madame? En général? Oui, donc comment est-ce que les panélistes procèdent à l'accréditation dans leurs pays respectifs? Donc, je répète, la question porte sur l'accréditation des compétences des adultes dans vos pays. Allez-y, Sarah. Merci. L'une des institutions que nous avons créées, c'est l'autorité nationale de qualification du Kenya. Et cette autorité est responsable de la reconnaissance des connaissances préalables et cela a vraiment enthousiasmé la population. C'est-à-dire que si vous avez acquis des connaissances, eh bien, il y a un processus d'accréditation en place. Donc, les travailleurs salariés peuvent obtenir des contrats parce qu'ils ont des certificats pour démontrer leurs compétences. Avant, nous avions un manque d'accréditation, donc nous avions moins de travailleurs qualifiés, mais maintenant, il y a une autorité spéciale qui reconnaît ces compétences et c'est très enthousiasmant pour l'avenir. Excellent, merci beaucoup. Donc, nous allons prendre une autre question. D'où venez-vous, monsieur? Je viens du Pérou. Quiero referirme brevemente sobre si... Je voudrais demander si certains pays ont une diversité linguistique, culturelle. Nous avons des peuples autochtones au Pérou qui sont issus d'une longue histoire de sujétion. Aujourd'hui encore, nous avons un grand défi, car certains ont une perspective homogène sur notre peuple, alors que nous avons une grande diversité de peuples et de langues. Et c'est là que se trouve le problème des adultes qui ont développé des apprentissages et des connaissances et des traditions tout au long de leur vie.
Et ces connaissances sont le fruit d'une grande histoire de construction. Il ne s'agit pas seulement des connaissances transmises tout sur une vie, il y a une transmission intergénérationnelle. L'intervenante argentine a parlé du type de société et de citoyenneté que l'on essaie de construire. Ma question est la suivante. Si la planète est en train de s'effondrer, nous sommes face au changement climatique à l'échelle mondiale, alors peut-être que le modèle économique actuel n'est pas bon. Ce système dans lequel notre société, nos apprenants et nos adultes évoluent est remis en question. Vers où va-t-on? Il serait donc intéressant de retrouver les connaissances de ces peuples autochtones. Il faudrait en faire des programmes territoriaux pour que chaque peuple puisse élaborer son propre programme et former ses citoyens. Est-ce que vous avez une expérience d'élaboration de programmes grâce aux connaissances locales? Merci. Je vais donner la parole à Marcella pour vous répondre. Marcella, pouvez-vous allumer votre caméra, s'il vous plaît? Je vais résumer votre question. Donc, si j'ai bien compris, vous posez une question sur la diversité linguistique dans différents pays. Vous aimeriez connaître l'expérience qu'a Marcella dans son travail avec la diversité linguistique et comment est-ce que cette diversité est traduite dans les programmes scolaires, par exemple. Marcella. Merci beaucoup pour cette question. Je suis véritablement passionnée par ce type de questions, donc je suis ravie de pouvoir en parler avec vous. Je crois que l'un des défis de notre système éducatif de manière globale, c'est l'enseignement pour la diversité. Nous avons un modèle assez hégémonique, il n'y a pas beaucoup de voies alternatives, il y a une voie principale qui est normative et ceci participe à l'exclusion et à la violation du droit à l'éducation. Donc, le défi qui se pose, c'est former mieux pour la diversité afin d'assurer le développement dont on parlait tout à l'heure, mais il faut aussi générer un modèle d'apprentissage et d'éducation qui inclut la diversité. Il faut s'adapter au contexte. Et ce sont les grands défis de l'éducation. Certains théoriciens parlent du problème d'un modèle unique de programme. Il faudrait un modèle pluriel, mais il faut essayer d'explorer des parcours divers pour un monde divers. Merci. Merci beaucoup. We have a question from colleagues online, so nous avons des questions qui nous viennent en ligne. Je vais les lire. Comment développer des politiques d'apprentissage tout au long de la vie qui incluent la numérisation, donc la révolution numérique 4.0 et l'éducation qui pourrait permettre de former aux défis de demain. Par exemple, la Covid-19 a affecté l'éducation et la formation dans le monde entier. Donc, je vais donner la parole à Merline, peut-être qu'elle peut répondre. Vous avez parlé d'analyse du marché du travail, vous avez parlé de compétences. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette question? Oui, je parlais donc de la capacité de prospective qui consiste à cartographier les compétences qui seront nécessaires à l'avenir. Nous avons aussi des analyses assez détaillées des compétences
de TIC qui sont nécessaires par exemple dans le domaine du tourisme ou encore dans le domaine technologique ou dans d'autres domaines. Ces analyses sont précieuses pour les formations, les instituts de formation, pour les écoles de formation professionnelle, les universités et autres prestataires de l'éducation. Il faut qu'ils puissent déterminer quelles compétences doivent être incluses dans les programmes. Et lorsque l'on se penche sur le développement du secteur des TIC et des spécialistes des TIC, on a élaboré des programmes universitaires de TIC. En Estonie, les grandes universités proposent ces programmes, les grandes universités qui proposent l'éducation au TIC. Il y a également des écoles professionnelles qui proposent ce type de formation. Et les entreprises privées sont également investies dans ce type de formation. Ensemble, ces acteurs procèdent à des changements dans les programmes éducatifs et afin de développer les compétences de base en matière de TIC, on commence dès l'école maternelle et puis il y a des programmes spécifiques pour développer les compétences en robotique, des programmes sur des notions de base de programmation. Il y a des programmes pour tout type de robotique. Et ces programmes s'adressent aux petits-enfants et ils sont poursuivis au cours de l'école primaire, secondaire, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand groupe d'adultes, surtout les adultes d'âge moyen ou plus âgés, qui ont de faibles compétences. Donc, actuellement, nous sommes en train d'essayer d'envisager des programmes communautaires qui pourraient être mis en place pour que ces personnes reçoivent des compétences de base et les formateurs disent que c'est plutôt les compétences de téléphone mobile qui sont nécessaires plutôt que les compétences informatiques. Donc, en Estonie, beaucoup de services sont disponibles sur le téléphone. Donc, c'est une question intéressante. Thank you, Merlin, about Merci, Merlin, de nous parler des défis en matière de compétences numériques. Merci beaucoup. On me dit qu'il nous reste 5 minutes, donc nous allons prendre euh, quelques questions. Donc, nous allons faire circuler le micro dans la salle. Ah, c'est vous qui avez le micro, donc vous posez une question. Donc, d'où venez-vous et à qui voulez-vous poser votre question? Merci beaucoup. Je m'appelle Madame O'Reilly, je suis directrice d'une organisation irlandaise. Ma question porte sur la manière dont l'État et la société civile peuvent travailler ensemble, collectivement, et toucher les apprenants les plus marginalisés. Marcella a parlé de certains éléments. Les organisations de la société civile en Irlande travaillent au contact d'apprenants marginalisés avec un pourcentage. Et donc, on est passé de 12 à 2% de personnes marginalisées qui étaient en dehors des systèmes éducatifs. Nous avons fait des recherches et 66 organisations ont été financées avec donc 51 flux de financement d'organisations gouvernementales. Et il y a toute la question de la bureaucratie qui fait qu'on se détourne des apprenants. Mais c'est une période difficile pour l'apprentissage, l'éducation non formelle. Mais notre gouvernement a appuyé l'éducation à hauteur de 10 millions d'euros pendant la pandémie pour venir en aide aux apprenants marginalisés. Et
les groupes devaient rendre compte à l'État, mais étaient autonomes en ce qui concerne les dépenses. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est des partenariats sur un pied d'égalité entre le gouvernement et la société civile. Et donc, comment on peut créer un système éducatif inclusif à- euh, qui respecte le fait que la société civile puisse fournir de l'éducation. C'est une question ou une remarque? Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que l'État et la société civile, prestataires d'éducation, peuvent travailler ensemble? Et la question du financement, comment est-ce qu'on peut, parce que il est difficile de confier la tâche de répondre aux défis à la société civile. Il y a eu des initiatives en matière en Irlande, mais désolé, ma question était très, très longue. J'espère que personne ne s'est endormi. Est-ce que vous voulez poser une question à quelqu'un spécifiquement, par exemple à la représentative de la République populaire là-haut? Philani, si vous êtes connecté, peut-être que vous pouvez conclure avec une réponse très courte. Comment est-ce que la société civile travaille avec les autorités pour euh, fournir de l'éducation à ces groupes marginalisés? Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, il y a peut-être un temps de latence ou quelques difficultés techniques, mais peut-être qu'une de nos oratrices ici présentes peut répondre. Sarah? Merci. Nous allons conclure là-dessus, s'il vous plaît. Alors, je pense que j'imagine qu'elle a une meilleure réponse à apporter que moi. J'ai travaillé avec la société civile et je pense que la société civile et les gouvernements ont un rôle à jouer lorsqu'on parle, notamment lorsqu'on parle d'apprentissage tout au long de la vie et d'AEA. Le gouvernement doit mettre sur pied des politiques qui respectent l'espace de la société civile. Alors, dans ma région du monde, je ne connais pas la vôtre, donc je pense que les acteurs de la société civile doivent également balayer devant leurs portes. Et je suis heureuse que vous ayez parlé du fait de rendre compte, car c'est un devoir à la fois pour les autorités, pour la société civile. Et chez moi, je pense que la société civile a pu très bien voir ce qui ne marchait pas chez chez les autorités, mais ce qui a manqué, c'est une auto-évaluation de ses propres manques. Il faut connaître ses capacités, car les organisations de la société civile sont plus petites et ont des financements plus limités. Donc, il faut savoir dans quoi on est bon, se créer une niche et exiger une reconnaissance, parce que c'est votre gouvernement, après tout, et le gouvernement a le devoir de créer de l'espace pour tous les acteurs gouvernementaux ou membres de la société civile. Au bout du compte, nous sommes tous des citoyens, qu'on fasse partie du gouvernement, qu'on soit membre de la société civile. Et donc, j'aime bien cette idée d'avoir une vision plus globale et d'avoir une approche du point de vue d'un citoyen pour éviter de penser en termes de dichotomie entre le gouvernement et la société civile, mais simplement pour se demander donc, quelle est ma responsabilité en tant que citoyen, membre de ma communauté, de mon pays, en tant que citoyen du monde, plutôt que de penser en noir et blanc, parce que nous sommes tous pareils, nous voulons tous la même chose, et donc il nous faut une vision plus générale. Merci, voilà une très bonne conclusion. Je vous présente mes excuses. Il y a énormément de questions, mais nous sommes en retard. Et donc, ces questions, nous devrons les poser dans d'autres ateliers. Nous pouvons en discuter dehors. Donc, je vais lever la séance et vous remercier. Je remercie les participants ici présents ou en ligne. Merci pour vos remarques, pour vos interventions. Dans nombre de pays, l'apprentissage et l'éducation des adultes, l'apprentissage tout au long de la vie accusent un déficit de financement, ne bénéficient pas d'assez d'attention et donc il faut un dialogue politique
pour que tout cela devienne une réalité pour les jeunes et les adultes dans nombre de régions du monde. Donc, merci beaucoup. Désolé pour le retard. Et donc, je vous invite à garder vos questions, à les poser pendant les ateliers, pendant les dîners, dans les couloirs ou ailleurs. Cette conférence représente l'occasion de partager des idées. Merci d'avoir participé à cet atelier. Merci beaucoup.